moi, il me semble qu'il y a quand même déjà une distinction importante à faire entre les sociétés d'ancien régime, disons, les sociétés monarchiques, et les sociétés démocratiques. Ce n'est pas exactement le même usage de la culture. Dans le premier cas, la culture est là avant tout pour chanter la gloire du monarque et assurer le prestige, je dirais, de la cour et de la dynastie. En principe, dans les sociétés démocratiques, le but est autre. Il est d'assurer la cohésion sociale, d'assurer le rayonnement du pays à l'étranger, de faire. Après, il y a pour le coup, on peut faire une typologie des raisons de soutenir la culture à l'étranger. Mais donc, voilà, il me semble qu'il y a déjà une première distinction à faire. Et une deuxième distinction à faire, me semble-t-il, entre les régimes autoritaires et totalitaires et des sociétés démocratiques, là encore. Dans les sociétés autoritaires et totalitaires, effectivement, alors c'est non seulement je dirais, le prestige du chef, mais c'est plus, on le voit actuellement, je dirais, quand on regarde les Jeux Olympiques de Pékin. Il s'agit avant tout de montrer la force du pays, à la fois à l'étranger, mais peut-être aussi, surtout, à destination de l'opinion publique, pour montrer que le gouvernement est capable d'organiser des grands événements sportifs, etc. Et on pourrait tenir donc des raisonnements un peu semblables pour des grands événements de nature plus culturelle ou artistique. Donc, je pense qu'il y a quand même des distinctions importantes à faire selon les types de régimes. L'usage qu'ils font de la culture est quand même assez différent. Voilà. J'aurais une autre classification typologique qui peut valoir pour les arts en général, particulièrement peut-être pour les arts plastiques, qui serait de faire une distinction entre les arts qui se saisissent eux-mêmes comme autochtones et ceux qui se saisissent eux-mêmes comme résultant de formes de symbiose, de métissage, d'hybridité, etc., et ceux qui se saisissent eux-mêmes comme des formes importées. Alors, j'insiste sur le se saisir eux-mêmes parce que je crois guère dans une véritable autochtonie où toute forme de représentation est à un moment ou à un autre issue de métissage. Il n'y a pas d'art à proprement parler aborigène, mais selon les époques et les régions du monde, il y a la perception. Alors c'est très clair. Je l'ai un peu insisté là-dessus dans une partie dans un sous-chapitre. C'est très clair au Japon de Meiji, où il y a vraiment un art japonais à l'occidental qui s'appelle le yoga, et enfin une peinture japonaise à l'occidental qui reçoit un nom. Le nom est inventé à l'époque, hein, le nom de yoga, et puis une peinture japonaise à la japonaise qui reçoit à la même époque le nom de Nihonga. Donc c'est vraiment les Japonais le perçoivent comme ça. Et je pense que on peut trouver des exemples antérieurs, par exemple, ne serait-ce que quand Bach écrit des suites à la française ou des suites anglaises, ça veut dire qu'il est très conscient de reproduire des modèles d'écriture musicale, compris comme des modèles venant, en l'occurrence, de France ou d'Angleterre, alors qu'il se perçoit comme un musicien en tous les cas germanophone et de culture germanique. Je pourrais comme ça multiplier les exemples, et ça me paraît être ça a beaucoup joué dans l'histoire de l'art, hein, les formes à la française, les formes à l'italienne, l'opéra à l'italienne, etc. Et ça peut se retrouver un peu partout, probablement. Enfin, j'ai plusieurs exemples comme ça dans le monde. Je peux penser aussi à un art moghol du XVIe siècle qui imite des solutions espagnoles, des solutions picturales espagnoles, et qui les imite avec une forme d'humour, quoi, en recevant ça comme quelque chose d'exotique. Donc et on peut aussi penser à notre japonisme. Enfin, vous voyez, la perception de l'étrangeté de formes d'art et de la manière dont on les fait rentrer dans ce qui nous apparaît comme des formes qui seraient les nôtres, ou pour chacun, me paraît pouvoir être le départ d'une classification. Alors, c'est amusant parce que si vous me permettez, en fait, ce qui me venait à l'esprit, c'était une vision économique et une typologie économique. Et en fait, je me rends compte que chacun d'entre nous avons réfléchi à partir, bien sûr, de notre positionnement
politique, artistique ou d'une certaine manière économique. Et c'est sûr que ce qui me venait d'emblée à l'esprit, c'était forcément les circuits des échanges commerciaux qui vont développer des typologies, et forcément aussi la chronologie, c'est-à-dire que le début de la révolution industrielle va induire un certain nombre d'espaces géographiques, d'échanges, et tandis que, je dirais, évidemment, toute la période qui est antérieure à la révolution industrielle induit des bassins d'échanges et donc forcément de relations, notamment artistiques, potentiellement politiques ou de conflits, etc., qui vont apparaître autrement. Et ce qu'on peut observer, c'est bien sûr des échanges qui, avec l'augmentation exponentielle du différentiel économique, va créer des zones tout à fait différentes, par exemple telles qu'elles se retrouvent maintenant pour le cinéma, pour le théâtre, etc., de manière très, très différente, évidemment, de ce qu'on pouvait observer il y a quelques années ou quelques dizaines d'années auparavant. Très clairement, et c'est pas faire du chauvinisme en quelque façon que ce soit, la France fait figure de modèle, hein, et de pionnier. Même si on peut évidemment trouver des exemples dans l'histoire qui remontent, d'autres exemples que celui de la France, mais à l'époque contemporaine, en tout cas, la France a vraiment la première mis en place de manière assez systématique les outils de l'influence culturelle à l'étranger. Et ça commence à la fin du 19e siècle, hein, par deux voies principales. Une voie privée, je dirais, c'est le cas avec la fondation de l'Alliance française en 1883, c'est le cas avec les réseaux d'établissements scolaires à l'étranger qui sont en partie animés par les congrégations religieuses. Donc il y a c'est la partie privée, et puis il y a la partie publique avec, dès le début du XXe siècle, prise de conscience par l'État de sa responsabilité en matière de diffusion de la culture française, avec l'idée évidemment d'une mission, hein, de la civilisation française, qui d'ailleurs aussi s'applique dans une certaine mesure à travers la colonisation, mais dans les pays, disons, comparables, de niveau comparable, l'implantation des premiers établissements qui sont chargés de diffuser la culture française à l'étranger. On pense évidemment aux premiers instituts culturels, hein. Le premier est fondé à Florence en 1907, d'autres vont suivre dans l'entre-deux-guerres, en particulier dans le contexte européen, et puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, ça va se diffuser que ça. Donc pendant longtemps, effectivement, la France a non pas fait cavalier seul, parce qu'il y avait une émulation, hein, très clairement, avec d'autres pays européens, en particulier l'Italie, l'Allemagne, et surtout à partir du moment où dans ces deux pays sont arrivés des partis très autoritaires, qui là aussi se sont appuyés sur la culture pour avancer leurs pions et leurs intérêts. Dans un contexte plus pacifique, c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a vu se diffuser un peu ce modèle de la diplomatie culturelle, comme on commençait à la nommer alors. Mais la France, là encore, jusqu'aux années, je dirais, 70-80, a été vraiment très, très en pointe. Alors c'est vrai que pendant la guerre froide, bon, les Américains et les Russes ont fait assaut de culture, là aussi, pour défendre leur modèle, défendre leurs intérêts. Et donc, il y a eu la mise en place, là aussi, de part et d'autre, hein, d'outils au niveau même gouvernemental, hein, pour pousser, pour, disons, promouvoir la culture de ces pays à travers le monde. Mais une fois que la guerre froide a été gagnée par les Américains, à la fin des années 80-90, l'effort est retombé du côté américain, assez nettement. Les outils qui avaient été mis en place pendant la guerre froide ont disparu, ont été absorbés notamment par le département d'État, etc. Et ce n'est qu'assez récemment, finalement, depuis une vingtaine d'années, que beaucoup de pays, en fait, commencent à se doter de ces outils d'influence, de ces outils de la diplomatie culturelle. Il y a eu le Japon, il y a eu d'autres pays européens, hein, en particulier la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc.,
Et puis aujourd'hui, très clairement, des grandes puissances émergentes, alors les BRIC un peu, mais surtout la Chine, qui là a multiplié notamment les instituts Confucius, a lancé beaucoup d'initiatives, y compris dans le domaine culturel. Alors évidemment, c'est toujours mêlé hein, entre culture, politique, économie, et puis aussi un peu espionnage. Donc il y a tous ces éléments en fait qui concourent, mais très clairement, aujourd'hui, on a une concurrence et la France doit lutter en fait pour maintenir ses positions. Très clairement, la France par rapport à sa population, par rapport à sa taille, je dirais, un réseau culturel surdimensionné par rapport à tous les autres pays. Euh, et la question se pose de savoir si elle a encore les moyens de ses ambitions par rapport justement à des grandes puissances émergentes comme la Chine. Alors, je peux commencer à évoquer deux, trois pistes de réponse, hein. La première, c'est qu'il y a sans doute un jeu de vase communicant entre, d'un côté, l'influence publique et l'influence privée. C'est-à-dire que dès qu'on se trouve dans un positionnement pour lequel les pouvoirs publics prennent un rôle prépondérant, on va retrouver forcément une élimination du privé. C'est ce qu'on voit évidemment, par exemple, à partir de la création de l'Union soviétique, qui va amener en réaction le développement de la social-démocratie et donc des logiques et des politiques keynésiennes, la prise en charge par les pouvoirs publics d'un certain nombre de secteurs, bien sûr le domaine de l'éducation, de la santé, mais aussi forcément de la culture, et donc l'utilisation de la culture. Ce qui inclut forcément la logique, alors aussi bien dans les États totalitaires que démocratiques ou enfin, oui, totalitaire sur l'ensemble du spectre, ce qui amène à ce moment-là forcément une élimination d'un certain nombre d'acteurs privés. Quand l'État est faible, on voit l'émergence, mais y compris avec la Compagnie des Indes, hein, depuis donc avant la révolution industrielle, on a l'émergence d'un certain nombre d'organismes privés qui peuvent prendre le dessus et qui peuvent jouer un rôle important. Ce qu'on a pu observer ces dernières années, ce que vous pointez à très juste titre, c'est évidemment que dans une logique néolibérale qui vise depuis le début des années 80 la diminution du rôle des pouvoirs publics un peu partout à travers le monde, on a forcément l'émergence d'un certain nombre d'acteurs privés qui vont jouer un rôle de plus en plus important, soit sur le plan de l'industrie culturelle, soit sur le plan des fondations privées, c'est-à-dire la logique du marché ou la logique du don qui, à ce moment-là, se développe de manière plus importante. Mais c'était cette situation qu'on pouvait aussi déjà observer à travers, par exemple, une logique des acteurs privés à la fin du 19e, quand l'Europe était très libérale, notamment, par exemple, à travers les musées ou une certaine forme de théâtre, etc. aussi. Enfin, ce qu'on observe, c'est quand même à chaque fois un mixte. Hein. J'ai parlé de l'exemple français comme un modèle, disons, d'intervention des pouvoirs publics en matière culturelle et notamment de diplomatie culturelle. Et c'est vrai que le ministère des Affaires étrangères, traditionnellement, a joué un très grand rôle dans l'animation de cette diplomatie culturelle. Mais je dirais, depuis la fin du 19e siècle, il y a toujours des acteurs privés qui accompagnent cet effort et qui généralement, d'ailleurs, tirent dans le même sens. Hein. C'est-à-dire qu'on observe effectivement, j'ai parlé de l'Alliance française, par exemple, c'est un cas assez typique hein, d'un réseau culturel qui fonctionne en relativement bonne intelligence avec le réseau des instituts culturels, même s'il y a il est parfois fait état de tensions ou de doublons, etc. Mais en réalité, ces deux réseaux vont plutôt dans le même sens. Et de la même façon, aujourd'hui, la diplomatie culturelle, elle est faite en partie par des acteurs privés, par des sociétés de production musicale, cinématographique, etc. Mais là aussi, main dans la main avec les acteurs publics, les pouvoirs publics. Et c'est encore plus vrai dans des États à tradition libérale. Hein. Les États-Unis, on dit souvent, les États-Unis n'ont pas de diplomatie culturelle parce qu'il n'y a pas d'État, enfin, il n'y a pas de ministère en charge de la diplomatie culturelle. Oui, sauf que, en fait, quand vous regardez la politique de Hollywood, c'est souvent celle du département d'État. Les universités vont dans le même sens, etc., etc. Donc là, il y a une symbiose, si vous voulez, entre privé et public, y compris donc dans les États les plus libéraux qui soient. Moi, j'allais dire la même chose. J'allais dire en fait que la distinction public-privé me paraît être une distinction en l'espèce très française. Je suis pas sûr que ce soit une bonne distinction pour
pour penser des politiques culturelles et particulièrement des politiques artistiques dans d'autres pays. Je pense notamment aux pays du Golfe ou maintenant à l'Arabie Saoudite qui entame à frais une politique culturelle et une politique artistique. Dans le cas de l'Arabie Saoudite, ça a l'air d'être extrêmement nationaliste et les capitaux sont évidemment entièrement privés, mais il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas d'opposition là. Dans un premier temps, il y a un rôle qui est un peu impensé, c'est-à-dire qui est inconscient, qui se développe. C'est-à-dire que dès la création du Louvre ou bien du British Museum et autres, il y a bien sûr un certain nombre d'éléments qui sont liés à une politique nationale et avec forcément aussi très rapidement en fait une image qui se développe à l'étranger. C'est-à-dire que la comparaison va se faire lors de la création de la National Gallery de Londres avec les collections du Louvre, le bâtiment, etc. Donc on a des éléments de comparaison qui se développent assez rapidement. L'idée d'envisager une logique telle que celle qu'on observe à Abu Dhabi, etc., elle est relativement récente. C'est-à-dire qu'on observe depuis une trentaine d'années un phénomène tout à fait différent avec les musées, qui est la logique des musées superstars qui se développe, qui joue un rôle, qui constitue, on pourrait dire, une marque et qui s'affirme, en fait, qui sont intégrés dans la politique de marque, ce qu'on va retrouver par exemple dans le fameux rapport Jouillet-Lévy sur l'économie de l'immatériel et le développement de la marque France, qui évoque justement le rôle très important joué par le Louvre, etc. Mais ce phénomène-là, il est relativement récent. On commence à l'intégrer dans une politique culturelle à partir d'abord, évidemment, dès les années 50, des réseaux d'échanges, ou même dès l'entre-deux-guerres, des échanges d'expositions temporaires, etc. C'est-à-dire des enjeux diplomatiques assez simples, des enjeux un peu plus importants en matière justement d'attractivité touristique, de développement d'une image, d'une logique de marque en quelque sorte. J'aurais tendance à dire que c'est un peu plus récent. Cela étant, un des points tout de même importants à évoquer, on a souvent parlé de quelques pays finalement. C'est-à-dire qu'on parle toujours de la France, des États-Unis, de la Chine, etc. L'essentiel du jeu, il est quand même essentiellement, on pourrait dire, régi autour d'une dizaine de pays qui sont en fait les plus économiquement développés. C'est-à-dire que pour qu'il y ait politique culturelle, il faut aussi qu'il y ait bien sûr un PIB qui soit suffisamment significatif pour pouvoir le développer. La France a largement, je dirais, diminué de son influence, comme l'évoquait Laurent Martin, mais elle reste tout de même parmi les 6-7 premières puissances mondiales sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan de ses armées, etc. Et effectivement, c'est aussi ce qui lui permet, par ricochet en quelque sorte, et du fait de l'accumulation de ce patrimoine, de ses enjeux, de son réseau, de maintenir une certaine position, et qui peut-être s'effrite. Oui, je suis tout à fait d'accord avec François. C'est quelques pays et c'est quelques musées dans ces pays, hein. En France, bah, il y a 2 musées, en fait, qui ont vraiment une stratégie à l'international, qui sont le Louvre et qui sont Beaubourg. En Russie, c'est l'Ermitage. Voilà, ça s'arrête là. Donc, c'est vraiment, des cas très, très particuliers et qui ne sont pas forcément reproductibles dans d'autres pays. Il y a d'autres problématiques aussi qui intéressent aujourd'hui au premier chef les musées et qui entrent bien dans le cadre de la diplomatie culturelle et du rôle que les musées sont appelés à jouer dans l'établissement de nouvelles relations avec les pays. Je pense évidemment à toute la problématique des restitutions. Tous les musées qui abritent des collections qui ont été acquises dans des conditions parfois douteuses pendant la période coloniale sont aujourd'hui sommés, alors en tout cas en France, un peu en Allemagne, beaucoup moins au Royaume-Uni, de mettre sinon la main à la poche, en tout cas la main à leur collection, pour établir ces fameuses nouvelles relations avec le continent africain en particulier, qui est convoité, comme on le sait, par d'autres puissances, et en particulier par la Chine. Et c'est pas par grandeur d'âme ou philanthropie que la France restitue des œuvres d'art au Bénin. C'est parce qu'on veut évidemment garder un peu la chasse africaine, et notamment, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui sont, enfin, qui basculent, je dirais, dans l'autre camp. Et donc, les musées, là aussi, sont appelés, qu'ils le veuillent ou non, que leur directeur et leur conservateur le veuillent ou non, à participer à cet effort.
qui est un effort de guerre culturelle, on peut dire comme ça. Et je pense en plus que la question des restitutions, je suis entièrement d'accord avec ce que Laurent vient de dire, mais je pense en plus que la question des restitutions, c'est une sorte de position avancée, parce que dès qu'on travaille sur une ère artistique extra-européenne, on se rend compte que presque toutes les sources sont entre les bibliothèques et les musées européens et américains. Donc il y a un moment où si l'hégémonie de l'Europe et de l'Amérique du Nord se trouve contesté au cours du XXIe siècle à venir, ça va finir par poser un problème. Euh, je crois que, encore une fois, la question africaine, c'est vraiment un signe avant-coureur, un prodrome de choses qui se profilent et qui me paraissent infiniment plus compliquées. Ce qui me semble sûr, c'est que bien sûr, c'est la crainte d'un très très grand nombre de conservateurs, notamment en France, qui refusent évidemment ce principe en disant mais si on demande ça, alors ça va ouvrir la porte à toutes les restitutions. Et c'est vrai qu'actuellement, on se trouve bien dans quelque chose pour lequel on est vraiment dans des deux poids, deux mesures systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a des demandes de restitution qui ne sont absolument pas validées. Il y a toute une série de choses qui pourraient être restituées. Pour donner un exemple, la France, comme vous le savez, a développé un certain nombre de spoliations durant les conquêtes napoléoniennes. Après Waterloo, tout n'est pas rentré. Il y a des inventaires qui ont été faits d'un certain nombre d'œuvres, notamment qui se trouvent dans les musées ou dans des bibliothèques françaises, voire dans des muséums qui se trouvaient par exemple en Belgique. Il y a eu des demandes d'ailleurs de la part d'un certain nombre de députés belges pour faire des restitutions qui n'ont pas du tout été entendues. D'un autre côté, on peut s'interroger sur les chevaux de Saint-Marc qui sont passés en France, qui d'abord viennent de Constantinople, etc. et autres. Bref, on est évidemment dans quelque chose qui est potentiellement sans fin et pour lequel les dates, en quelque sorte, constituent un élément de débat. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il y a des conventions internationales, donc notamment 70, etc., mais les enjeux, notamment pour l'Afrique, par exemple, les déplacent totalement. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'on se rend bien compte que les enjeux sont ailleurs. Comme l'a très bien justement dit Laurent Martin, il est évident que la question de ces quelques œuvres qui sont restituées, on se rend bien compte que ça n'est pas du tout un enjeu d'un point de vue financier, si on regarde les choses. Ce sont des pays qui, par ailleurs, ne font aucun achat sur le marché de l'art, alors qu'il y a plein de choses qui passent, par exemple. Mais on se rend bien compte, évidemment, que alors, si je devais être vraiment très cynique, on se retrouve pratiquement, à mon sens, à un échange de verroterie sur un certain plan. C'est-à-dire que par rapport à des contrats de pétrole, de minerais, d'éléments de matières premières, on se rend bien compte que les sommes en jeu sont absolument dérisoires par rapport aux investissements et aux profits d'un certain nombre de compagnies et donc, a fortiori, de grands États. Donc, c'est un jeu de dupes et on se rend bien compte effectivement que c'est un élément qui est plus, on pourrait dire, partiellement symbolique. Et j'aurais tendance à dire que c'est aussi un tour de passe-passe pour des questions qui, à mon sens, qu'on pourrait interpréter plus tard comme la continuation du pillage, d'une certaine manière, et qui peut-être dans quelques siècles sera envisagée comme telle. Juste un mot pour compléter, effectivement, ça paraît dérisoire au regard des sommes en jeu, évidemment, au regard des unités de valeur, mais la dimension symbolique est évidemment essentielle dans le jeu des États, la question aussi des identités nationales et des fiertés nationales. On sait bien qu'un certain nombre de gouvernements africains, plus ou moins démocratiques, trouvent là un moyen commode de souder une population contre l'ancienne puissance coloniale. Voilà, c'est un jeu qui est bien connu. Mais pour autant, enfin, il faudrait pas minimiser quand même cette importance, je dirais symbolique de ces biens, et le fait effectivement qu'aux yeux d'un certain nombre d'Africains et pas seulement, il y a une forme de scandale à ce que l'essentiel du patrimoine
se trouvent dans les musées européens. C'est ce qu'a dénoncé le rapport Savoie-Sarr, hein. C'est qu'au-delà, je dirais, des conditions dans lesquelles ont été acquises ces collections, même quand elles ont été acquises de manière relativement correcte, avec des achats en particulier, il n'en demeure pas moins que ce monopole exercé par les musées européens sur le patrimoine africain et dans une moindre mesure sur d'autres patrimoines, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi les restitutions demandées par des pays d'Amérique latine ou d'Asie. Mais c'est surtout le patrimoine africain qui est en jeu, notamment pour la France. Euh, on peut comprendre effectivement que cela pose un véritable problème, je dirais politique, éthique, diplomatique. Et la question financière, effectivement, est de ce point de vue relativement secondaire. Le cas africain est très particulier parce que l'Afrique a été pillée dans des proportions telles qu'il en va vraiment de son identité. Là, je pense qu'il y a vraiment des questions de mémoire et d'identité qui se posent aujourd'hui à l'Afrique de façon très particulière. Mais sur le reste, je voudrais juste faire rapidement deux remarques. La première, c'est souligner quelque chose qui est sans doute un faux paradoxe, mais qui se présente comme un paradoxe, c'est-à-dire qu'à l'ère de la dématérialisation et de la reproduction infinie des images, il y a tout d'un coup un attachement viscéral à des originaux, à des matérialités. Parce qu'après tout, on pourrait dire qu'on n'a qu'à envoyer partout des facsimilés parfaits puisqu'on est capable de les faire. Et manifestement, c'est pas ça qui est demandé. L'autre remarque, c'est que moi, je plaide pour d'abord pas pour des restitutions définitives, mais pour des prêts. Les musées se sont toujours parfaitement bien enfin toujours non, mais depuis plus de 100 ans, parfaitement bien entreprêtés des pièces, c'est quelque chose que les conservateurs savent très bien faire. Et d'autre part, pour une nouvelle réparation, comme je l'ai dit au début de l'entretien, je ne crois pas un instant et je ne souhaite pas l'autochtonie, et je ne pense pas du tout que dire qu'il faille rendre à la France toute la peinture française et à la Chine toute la peinture sur soie chinoise soit une bonne idée. Les œuvres d'art sont faites pour voyager. Je pense qu'il faudrait mieux répartir les œuvres partout et prêter à l'Afrique aussi des maîtres italiens du XVe siècle, par exemple, dont elle manque cruellement. Il y avait peut-être juste deux petites choses qui me semblaient intéressantes à évoquer. C'est que la première, le nombre de musées en Afrique est extrêmement limité. C'est une première chose. On se rend bien compte que je pense qu'il y a moins de 1000 musées sur l'ensemble du territoire africain, du continent africain. Premier élément. Et deuxième élément, c'est que la pratique de visite muséale est très peu répandue. Donc, il faut aussi voir que on est dans quelque chose qui est symbolique, mais qui finalement ne touche pas énormément non plus une partie de la population de manière globale, enfin, en tout état de cause, pour lesquels les enjeux apparaissent comme peut-être plus mineurs que ce qu'on peut les laisser entendre sur un autre plan. La deuxième chose qui me semble intéressante à évoquer, c'est le fait que des musées qui parlent de l'autre, c'est-à-dire des musées d'ethnographie ou simplement des musées d'art extra-européen, en fait, on en trouve très peu, ou d'art européen en Afrique, on n'en trouve quasiment pas. Mais c'est un même phénomène qu'on peut observer en Asie ou en Amérique latine. Le nombre de musées qui parlent finalement d'autres patrimoines que du patrimoine national, on les retrouve essentiellement dans des pays qui étaient impérialistes et donc qui ont pu développer des échanges commerciaux et qui ont notamment qui ont pu s'enrichir et ont développé des choses. Le nombre de musées qui, par exemple, parlent de l'Europe en Chine est extrêmement limité. La quasi-totalité des musées sont des musées qui parlent de l'histoire chinoise ou bien des sciences, d'un certain nombre de choses. Très très peu souvent du patrimoine. Et comme l'évoquait Bruno Nassima-Boudra, ça a d'ailleurs été une revendication d'un certain nombre d'intellectuels africains. C'était des expositions de Philippe de Champaigne aussi en Afrique. C'est toute l'ambiguïté de la notion de musée universel, hein, puisque nous parlons de musée universel, mais ces musées universels sont les témoins et les produits de l'impérialisme, que ce soit le British Museum, le Louvre ou autre, hein. Et c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur effectivement l'image de la boîte de Pandore. On sait bien que
derrière les restitutions africaines, qui à la limite ne dérangent que certains musées français, enfin essentiellement le musée du Quai Branly, hein, dont l'essentiel des Non. collections est quand même composé de pièces qui proviennent de ce continent. Derrière donc ces restitutions africaines, il y a effectivement tout le dossier, alors là, épineux et insoluble quasiment, des restitutions à l'intérieur de l'Europe. Quid des marbres du Parthénon qui sont au British Museum, etc. Donc et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, au début des années 80, il y avait déjà eu des premières approches entre certains pays européens, certains pays africains pour avancer sur le dossier des restitutions. Il y avait déjà des avancées qui avaient été faites. Et puis, justement, l'Égypte, la Grèce se sont engouffrées dans la brèche en réclamant, elles aussi, la restitution de leurs biens. Et là, évidemment, la boîte s'est refermée tout de suite parce que ce sont des enjeux symboliques et financiers aussi qui sont d'une autre nature. Donc il y a beaucoup, c'est un peu des poupées russes, hein, cette affaire. Il y a derrière ou sous les restitutions africaines, il y en a d'autres en fait qui sont également à prendre en compte.